accueille Black Rebel Motorcycle Club, originaire de San Francisco. Peter Hayes et Robert Turner se rencontrent au lycée. Ils aiment The Jesus and Mary Chain et My Bloody Valentine, Ride ou The Stone Roses. Après un passage, notamment en tant que guitariste de Peter Hayes dans le Brian Johnston Massacre, le groupe fait son premier concert en 1998 sous le nom de The Elements, avant d'opter pour Black Rebel Motorcycle Club, BRMC, nom que porte la bande de motards menée par Marlon Brando dans le film L'équipé sauvage. Tout démarre avec un disque fait maison à partir de leurs meilleures démos. Les labels se bousculent ensuite au portillon. Premier album studio en 2001, Black Rebel Motorcycle Club. Le succès est surtout anglais. Ils vont d'ailleurs s'installer à Londres un temps. Take Them On Your Own sort en 2003. En 2005, ils se retrouvent un temps sans maison de disque avant de trouver refuge chez le label Echo, pour lequel ils enregistrent Hole, un album aux accents très américains, voire country, majoritairement acoustique. Baby 81 sort en 2007, retour au rock sombre et poisseux. En 2008, sixième album, The Effect of 333, vendu exclusivement sur Internet, indépendamment de toute maison de disques. Long way back. 2010, c'est The Devil's Tattoo et l'arrivée de Léa Shapiro à la batterie. L'an dernier est sorti le dernier album de BRMC, Spectre at the Feast. Marianne du webzine La Guicheuse est là avec nous pour cette interview, et Clément également du fanzine Le Prêche, qui vont mener une bonne partie de cette interview. Black Rebel Motorcycle Club, vous êtes le groupe un peu américain par excellence, hein. On ne sait pas trop comment expliquer ça sans rentrer dans les clichés, mais votre musique, votre attitude transpire les grands espaces et la graisse de moteur. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et ensuite, la référence à l'équipé sauvage, c'est un petit peu la liberté, le rêve américain. Il en reste quoi de tout ça aux États-Unis en 2014? C'est long, mais on y est. That was the first question. You're a typically American band, and saying this is hard to explain this without going into cliches. But your music is kind of sweaty, and you can kind of hear the cars and the oil, something like that. Also, there's a reference in the name to the Wild One with the motorcycle club, and all this. Sounds like brings back the spirit of liberty, the U.S., like the big spaces and everything, the American dream. Do you agree with this? And if so, what's left of all these ideas and these spirits in the U.S.? No. Bon, c'est une question un petit peu trop conceptuelle. No, Next question. It never happened. The dreams never happened. Le rêve n'a jamais existé. Bah, je vais donner... As far as the American dream, I don't think that ever came true. Still waiting for it. Oh, sorry, excuse me. But le rêve américain, il l'attend toujours. But as far as our music, I don't know. Yes. In our music, invoking that kind of feel of, yeah. Well, that's. I mean, that's the hopes, keeping the hopes alive that the dream may come. Donc leur musique, en fait, elle garde un peu cet espoir éveillé qu'un jour le rêve se réalisera. Je vais donner la parole à Marianne tout de suite, ou Clément qui va commencer avec Le Prêche, le fanzine Le Prêche. Mais en fait, c'était savoir l'affinité que vous aviez avec les séries telles que Sons of Anarchy, Hell on Wheels. Toutes ces séries-là où on vous retrouve dans les BO ou dans le film God Bless America, qui sont aussi des séries vraiment inspirées du rêve américain au final, et savoir ce qu'il en était, si c'était des choix vraiment d'apparaître dans la BO, si vous aviez été demandé, vous trouviez ça cool, ou si c'était vraiment ça vous intéressait vraiment de participer à ce genre d'expérience. So your music features in a lot of soundtracks for TV series or movies. Is this something that you were part of, you were asked to, and do you recognize yourself in this type of shows? Were you aware that you... Yeah, they gotta ask. Not all of them, though. Not all of them, yeah. Ils sont censés poser la question, mais ils ne le font pas tous. There's a lot of it, a lot of music, MTV, and there's a few other music programs that can just take it without asking, and they'll use it as background music, and they give you a nickel for the split second that is played. MTV sont très forts pour utiliser la musique en fond et puis sans demander d'accord, et puis ils envoient quelques centimes pour l'utilisation de la musique. We started off when the bands began. We
we didn't allow our music in anything. We were I don't know. It was kind of a different time, I guess, even though times change really fast. But I think we kind of realized the way music business was changing, TV and things like that were kind of becoming like the new national radio, and in our country at least. And so we couldn't really get played on the radio back home, and we also wanted to be able to be self-sufficient, you know. So there's kind of two things that don't really work together, and we ended up having to kind of take some of those things to be able to afford to make the records we wanted, you know, and get the music heard at the end of the day. So those we started opening the door more to TV and movies and things like that, and a few commercials. But yeah, we started off hoping not to, you know, but that was how it ended up turning around. Alors le point de départ, c'est qu'ils voulaient pas vendre leur musique. Ils voulaient pas qu'elle soit dans les pubs, ils voulaient pas qu'elle soit dans les séries, les télés. Et puis bon, bah ça fait quand même longtemps que le groupe existe, et le monde de la musique a évolué, a changé, pas forcément pour le mieux, et aujourd'hui c'est quasiment impossible pour eux d'avoir leurs chansons à la radio. Donc ils ont bien dû résoudre la contradiction qui était entre tout refuser et puis finalement pouvoir produire leur album, avoir de l'argent pour les enregistrer. Donc à partir de là, ils ont un peu plus ouvert la porte aux propositions, en étant dans les séries, parfois dans les publicités, parce qu'il fallait quand même que la musique elle soit diffusée à un moment de la journée, enfin un moment dans leur carrière, quoi. Marianne, du webzine La Guicheuse. Yes. Alors, votre dernier album, Spectre at Feast, a été nourri sur le plan créatif du désert californien. Et vous avez pu retrouver la mythique table de mixage Neve 828 de Sound City, donc mise en lumière dans le documentaire de Dave Grohl. Et avec laquelle vous aviez enregistré donc, votre premier album BRMC. Donc qu'a-t-elle de si mythique en fin de compte cette table Neve So your last record was the Spectre at Feast, was inspired by the Californian desert, and you were able to record part of it at Sound City, where you used the mixing table Neve. I don't know how to pronounce this. 8,000. Oh, I don't know what number is it. So you know what I'm talking about? Yeah. Yes. This was talked about in the Dave Grohl documentary. It's also the mixing table you used for the first album. So what's so special about it? Why is it so famous, and is it important to you? Got to see the movie, I guess. Bon, il n'a pas vu le film. I was really surprised that I was surprised they were able to make a 2-hour movie that was interesting to watch about a mixing board. No matter how amazing and magical a mixing board is, even if it could part the sea, it would still at the end of the day be a mixing board, a piece of equipment that lives and dies by what you put through it. So I don't know, I learned a lot about it. I didn't know that much about it. Like we kind of stumbled into recording there on our first record and didn't know the history of it. We were trying to save money, and it wasn't a very popular place anymore to record. But it has a beautiful sound. There's something special about it. So I don't know. It was nice to come back to, because there's a warmth, and there's a kind of soundscape, landscape that we needed to create on this record that it was really important to help us get there. Yeah. Alors en fait au départ ça a été vraiment une surprise d'apprendre qu'il y avait un documentaire qui pouvait être intéressant, qui durait 2 heures et qui parlait seulement d'une table de mixage, parce que finalement ça reste toujours une table de mixage, et bon c'est un morceau, c'est un équipement quoi, c'est rien de plus. Pour le premier album, le fait qu'ils aillent enregistrer là-bas, c'était un peu un hasard. Ils essayaient de faire des économies et le lieu était pas cher, il n'était pas forcément très populaire non plus. Et voilà comment ça s'est fait au départ. Ceci étant, effectivement, ils trouvent que c'est un très bon matériel et que ça crée un son spécial, et notamment très chaleureux. Et eux, ils essayaient de créer vraiment un son spécifique pour cet album. Et c'est vrai, de travailler là-bas, ça leur a permis de faire ça. Ok. Alors Peter Hayes, vous avez vécu l'expérience Brian Johnson Massacre. Êtes-vous toujours en contact avec eux, et si oui, est-ce que vous auriez des projets éventuellement, est-ce que vous aimeriez avoir des projets en commun avec eux?
So Peter Hayes, you were part of the Brian Jonestown massacre experience, and are you still in touch with them? Do you have projects with them? Or No, I'm sorry. That was no, not in touch with them. Not that much. No projects. pas de contact, Is pas de that all projet. you're wondering if I keep in touch with them? Yes. No, not really. You know, I enjoy their music. They're a great band. It's great. You know, it was a fun experience. C'était une expérience sympa et c'était bien, mais ils aiment toujours leur musique, ils les écoutent toujours, mais il n'y a pas de contact avec le groupe. Clément, peut-être qu'on va parler Oui, moi, du label. J'avais une question, c'était par rapport à Abstract Dragon. I guess I could add. Sorry, I could add to it. I mean, we took them out on tour with us, you know, in England. Oui, ils ont fait une tournée avec eux, avec Brian Jonestown Massacre en Angleterre quand même. Yeah, sorry. Moi, je me questionnais par rapport à Abstract Dragon, ce que c'était vraiment. Qu'est-ce que c'était vraiment? Abstract Dragon. Dragon. Can you explain what it was exactly? It was a song. It was a song first. Au départ, c'est une chanson. Yeah. Did that get released ever? Yeah. I don't know on what. Par rapport au fait que ce soit une espèce de label ou quelque chose comme ça, c'est assez obscur finalement. Was it a label as well, or? What is? Yeah. We turned it into that. C'est devenu ça après, oui. D'accord. Un label. Mais c'est seulement pour vous. Well, I don't know if you could really call it a label. It's a name, and the idea was to someday maybe have a label, you know, to help friends. But it kind of turns out the best way to help friends is to maybe talk about them rather than try to sign them to something. C'est beaucoup dire que d'appeler ça un label aujourd'hui. C'est appelé à se développer. En fait, c'est quand ils ont des amis qui sont un peu en galère, ils aimeraient bien les signer sur ça, histoire de leur montrer, de leur donner un peu d'exposition. Mais l'idée, c'est pas de signer des groupes et de les distribuer. Une dernière question de Marianne avant de les laisser repartir. Alors, vos compositions évoquent à plusieurs reprises Jésus, comme donc, dans White Pines de BRMC ou dans dans Hall, donc avec Gospel Song, où font référence à la figure du diable, avec le titre Devil's Waiting de l'album Hall, ou encore avec votre album précédent Beat the Devil's Tattoo. Il s'approche même parfois de la protest song, donc est-ce que selon vous, une chanson doit prêcher quelque chose? There are many references to Jesus and the devil in your songs and albums, from the first one to Whole, in numerous songs. Do you think a song has to have this role? There's just part of the lyrics and there's no intention behind it, or is it something that you think should be important to feature there? The way I see it, there's we're talking about things that are affecting our lives, no matter if you believe in it or not. If you believe in God, devil, you know, whatever you want to call it. There's people dying over people fighting over it still. So it becomes inspiration to talk about, because it's a filthy fucking thing that happens in the world. That we need to, that's the job of people, you know, that the artists, you know, not saying that we are that, but that's something that we should do, is talk about it, because it affects all of us, even if we don't believe in it, you know. It's a problem. What would the problem being that? Being that people are still dying over that stuff, you know, and making choices for us. All right. That, you know, we don't necessarily all need to believe the same thing, you know. Right. It's a drag over in the U.S., you know. I can only speak for that. I can't speak for the rest of the world and the other religions. I have nothing against religions. But as far as U.S. goes, I do have an issue with. Donc, en fait, ils parlent de leur vie dans leurs chansons. Et c'est vrai que la religion aux États-Unis, c'est quelque chose de très présent. Et que ce vocabulaire, ils vont l'utiliser, qu'ils soient croyants ou pas, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans le discours américain. Et qu'il y a des gens qui se prennent la tête sur ça, et il y en a d'autres qui meurent à cause de ça. Et que forcément, eux, ça a une répercussion sur leur façon de voir les choses, de les envisager. Et ils ne sont pas particulièrement fans, justement, de ce discours, parfois, où il y a la religion est exacerbée
exacerbé de telle façon. Mais c'est là, et du coup, il faut en parler puisqu'ils parlent de leur vie dans leurs chansons. Excuse my mouth. I'm sorry. I just realized that. Excuse my language. Oh no, Sorry. no, don't worry.